Bonjour à tous, nous allons pouvoir démarrer. Donc, je suis ravi de vous accueillir sur ce webinaire organisé par les Assises, donc avec le sponsor Zscaler et le retour d'expérience de Savantia, autour du thème qui va être très simple aujourd'hui, donc comment Zscaler sécurise la transformation vers le cloud du groupe Savantia. Et je tiens à remercier Julian May, qui est responsable des projets IT internationaux de Savantia et qui est avec nous et qui va intervenir sur la deuxième partie de ce webinaire. Donc, je vais démarrer avec une présentation rapide de Zscaler pour ceux qui nous connaissent pas. Donc rapidement, le tableau, le monde d'avant, bien sûr, c'était la notion de réseau et de sécurité périmétrique avec un réseau en étoile, dit en étoile, donc data center et architecture centrée sur le réseau et optimisé pour aller de la filiale ou des filiales vers le data center. Ensuite, voilà, on a la sécurité en mode château fort, donc ce qu'on appelle la sécurité périmétrique. Ça fait 30 ans qu'on entend parler de ce modèle. Et bien sûr, il s'agissait de sécuriser le réseau pour protéger les utilisateurs et les apps. Cette architecture a fait ses preuves dans le monde d'avant, on va dire, la révolution cloud. Donc, où on en est aujourd'hui, le cloud et la mobilité, finalement, sont les catalyseurs de la transformation numérique. Vous le voyez avec un certain nombre, effectivement, ici de produits cloud et SaaS. Donc, Internet est par défaut la nouvelle couche de connectivité avec une croissance multipliée par 5 là entre 2016 et 2021. Le cloud qui devient la nouvelle destination, croissance par 220, donc vous voyez, c'est juste énorme. Pareil entre 2016 et 2021. Les utilisateurs ont tout lieu avec le fameux Bring Your Own Device, mais pas seulement. On a vu notamment avec l'effet Covid, et on va y revenir avec Julian de Savantia, mais aujourd'hui, la nouvelle normalité, c'est que beaucoup font du travail à distance avec n'importe quel type d'appareil, et notamment avec l'apparition de la 5G, vous voyez, en France, ils sont juste en train de vendre les parties des licences, donc ça va arriver relativement rapidement ensuite. On a 1,4 milliard d'appareils 5G d'ici 2023. C'est également juste énorme au niveau mondial, avec une augmentation exponentielle du trafic. Donc, bien sûr, c'est trafic machine to machine, les serveurs, la partie également Internet des objets, la partie Internet des objets industriels, etc. Donc, on s'attend à avoir 50% d'appareils connectés d'ici 2023. Donc, finalement, les échanges prennent place en dehors de votre réseau et de votre sécurité périmétrique. Donc, comment aujourd'hui on peut permettre cette transformation numérique tant demandée par les entreprises? Donc, tout simplement, les infras traditionnels ne permettent pas la transformation numérique. Donc, par exemple, router du trafic avec du MPLS, ça crée des problèmes de performance. Voilà, sur Office maintenant qui s'appelle Microsoft 365, ou tout simplement sur Zoom, on est sur Zoom aujourd'hui. Donc, vous allez avoir une perte de productivité parce qu'effectivement, vous voyez sur le schéma, ça passe sur le réseau en étoile avec le MPLS. Ensuite, vous avez une large surface d'attaque finalement qui augmente les chances de cyberattaque. Je pense que vous l'avez vu récemment, les cyberattaques, c'est tous les jours en ce moment. Il y a eu un effet Covid important. Nous, on a plus de 3000% d'augmentation d'attaques effectivement sur notre plateforme. On voit tout ce qui se passe chez nos clients par rapport à ces attaques, notamment le ransomware, on en a encore parlé cette semaine. Donc finalement, vous avez un accroissement des risques. Et le trafic Internet exponentiel et les cybermenaces impliquent aujourd'hui des upgrades systématiques pour ceux qui sont en mode effectivement serveur ou appliance. Donc, ça va augmenter les coûts et la complexité. Donc, finalement, le réseau historique et l'approche de la sécurité qu'on a toujours connue deviennent non pertinents et une nouvelle approche est nécessaire. Donc pour Zscaler, les 3 étapes de la transformation numérique, c'est assez simple. Première étape, transformation des applications. Donc les applications vont migrer du data center vers le cloud et ça va vous apporter agilité, notamment sur cette période de Covid qui a accéléré, mais pas que, on l'a vu depuis quelques années. Ensuite, la transformation du réseau directement vers Internet. Le réseau devient effectivement Internet par défaut. Et la transformation de la sécurité, notamment avec une plateforme comme celle de Zscaler, qui s'appelle aujourd'hui Zero Trust Exchange et qui va être finalement entre l'utilisateur et Internet. Donc,
avec deux axes principaux, mais après, on va voir la solution un peu plus en détail rapidement. On va sécuriser l'accès à Internet et à toutes les applications ouvertes en SaaS. Donc, on va bloquer les éléments dangereux et protéger tous les éléments précieux. Et bien sûr, par rapport aux applis internes, on va également sécuriser l'accès aux applications internes. On l'a vu aujourd'hui encore une fois avec le Covid, il y a besoin d'accéder à toutes ces applications qui sont encore internes ou qui sont simplement hybrides. Parfois, elles sont privées dans le cloud, mais parfois, elles sont encore dans le data center. Il faut pouvoir y accéder. Nous, on va proposer une approche sans VPN, donc sans surface d'attaque. Et bien sûr, la devise travaille en tout lieu. Sur tous les appareils. Donc finalement, Zscaler va devenir l'élément fondamental pour l'ensemble effectivement des applis du réseau et de la sécurité. Donc rapidement, on a 4 solutions finalement complètes et modulaires aujourd'hui chez Zscaler. Donc Zscaler Internet Access, qui est l'offre historique depuis 12 ans, donc qui va apporter la protection cyber, la protection de la donnée et qui va permettre ce qu'on appelle le Local Internet Breakout, donc c'est la connexion locale à un direct. Donc on va finalement sécuriser les utilisateurs vers Internet. Ensuite, vous avez Zscaler Private Access. Donc, ça, c'est pour l'accès à distance aux applis sans VPN. Il y a une petite typo. Ensuite, le Zero Trust depuis les bureaux vers le data center. Et bien sûr, l'accès aux applis clients fournisseurs en B2B parce qu'il y a besoin aussi de se connecter à un écosystème avec des partenaires ou des clients. Donc là, c'est les utilisateurs vers les applis internes. Ensuite, Zscaler Digital Experience. Donc ça, c'est une nouvelle offre qu'on lance cette année pour la gestion de l'expérience utilisateur. Donc ça va apporter un scoring des performances par utilisateur, par appli, par localisation. Et ça va identifier également et résoudre les problèmes soit vers les appareils ou les problèmes de réseau. Et enfin, Zscaler Cloud Protection, donc ça va sécuriser les applis et les workloads avec une segmentation des applis sans la segmentation réseau. Et ça va également résoudre les problèmes de configuration cloud, donc c'est ce qu'on appelle en anglais le CSPM. Donc avec 150 data centers, je vais y arriver, 150 data centers dans le monde et une approche qui est l'approche du Gartner SASE. Donc finalement, on va simplifier l'IT finalement en éliminant et en réduisant les solutions isolées. Donc, pour finir, 2 slides. La première, c'est qu'avec Zscaler, on n'a pas besoin de tout de faire l'approche Big Bang, c'est-à-dire de faire table rase sur tout l'existant. On va s'intégrer à votre système technologique, aussi bien la gestion de l'identité, la gestion des endpoints, vous voyez tous les produits avec lesquels nous sommes partenaires, bien sûr, tous les fournisseurs de cloud publics et privés, et la partie SIEM pour les opérations de sécurité. Et enfin, Zscaler en bref, parce que c'est quelques chiffres intéressants que je voulais partager avec vous ce matin. Donc, on a plus de 4500 clients dans le monde, plus de 400 en France et 2/3 du CAC 40 par exemple. Donc, on a la plus large plateforme de sécurité cloud dans le monde avec plus de 150 data centers sur 6 continents. Plus de 130 milliards de transactions par jour. Pour vous donner une idée, ça représente 10 fois plus que Google, par exemple. Donc, vous voyez, c'est tous les jours, on va effectivement gérer les flux de 130 milliards de transactions. Et dans ces 130 milliards de transactions, on va arrêter 100 millions de menaces. Donc, vous voyez, c'est juste énorme, avec une augmentation assez exponentielle et pendant cette période Covid. Et on a plus de 120 000 mises à jour de sécurité par jour qui sont complètement transparentes pour l'utilisateur. C'est l'effet cloud. Dès qu'on voit une menace, l'ensemble de nos clients vont avoir cette protection sur cette menace. Et là, vous voyez une carte rapide avec un peering avec les principaux fournisseurs aujourd'hui dans le monde entier, donc les principaux fournisseurs effectivement de cloud, et également un peering Microsoft, notamment pour les accès fluidifiés pour Microsoft 365. Et enfin, nous sommes leaders du Magic Quadrant sur le Secure Web Gateways depuis 9 ans, donc 9 années consécutives, et on en est très fiers, et ce qui prouve qu'effectivement Zscaler a une part de marché assez conséquente. Donc j'en ai fini pour la présentation Zscaler. Je vais passer la parole à Julian May, donc, qui est responsable des projets IT internationaux chez Savantia et qui a l'honneur ce matin de nous faire part de sa présence. À toi, Julian.
Merci Didier et bonjour à tous. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler de comment nous avons intégré les produits de Scalaire pour nous accompagner dans la transformation digitale de l'entreprise. Avant cela, peut-être un mot sur Savencia. Didier, on peut passer à l'slide suivant. Pas forcément tout le monde connaît le groupe Savencia. C'est à l'origine un groupe familial né en 56 qui a grandi au fil du temps. Aujourd'hui, on est présent dans 26 pays avec plus de 22 000 collaborateurs partout dans le monde. On dépasse les 5 milliards de chiffres d'affaires et avec la transformation de 4 milliards de litres de lait. Certainement, vous connaissez nos marques. Donc, nous sommes divisés en deux business units. La première, c'est ce que nous appelons fromage en deli, qui doit représenter grosso modo 80% de nos affaires. C'est plutôt tous les ranges et fromage. Donc, certainement, vous connaissez Caprice des Dieux, certainement, vous connaissez et San-Moré. Il faut savoir que toute l'histoire de Savencia a commencé en 56, comme je disais tout à l'heure, avec les Caprices des Dieux. Hein. Ces petits fromages ovales nés en 56. À l'époque, c'était une révolution et c'était le point de départ pour la création de ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a une deuxième branche, comme je disais tout à l'heure, une deuxième business unit, qui c'est la partie gourmet, qui est focalisée sur toute la partie chocolat, là aussi certainement, et charcuterie, pardon. Là aussi, certainement, vous connaissez nos marques, donc c'est Varrona. C'est la boutique, les boutiques d'émission de chocolat, mais aussi Deneville et Révignon-Villard dans des autres pays. Colaya, hein, les bâtonnets de Souligny qui vous connaissez certainement, et Bordeaux Chanel, évidemment. Donc là, si on passe maintenant au sujet euh, qui nous intéresse aujourd'hui, Didier. Alors, je vais signaler, Julian, je prends Oui, une seconde pour dire à tous les participants que nous avons ouvert la partie questions-réponses en mode chat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et on aura bien sûr un quart d'heure à la fin de la session sur l'ensemble du temps donné par les assises pour pouvoir répondre avec plaisir à vos questions. Voilà. voilà. Et donc, la situation en 2017 hein, pour Savencia, on était à fond dedans avec les châteaux forts, rien sort, rien ne rentre. On faisait des petits trous pour que les gens puissent faire son Internet, son Google. 80% des champs sur SAP, mais aussi dans certains pays, on a des autres applications ERP en premise. Lotus Note était notre outil de messagerie et collaborative. On avait un point de contact central sur Internet. Bon, c'est pas forcément vrai. On avait déjà commencé à expérimenter parce que justement, en fait, en 2012, hein, on a fait connaissance, nous, avec Cscalaire. On cherchait une solution pour un peu démocratiser l'accès Internet. Et donc, on a connu Cscalaire à l'époque, ils étaient encore des visionnaires. Maintenant, ils sont devenus des leaders. À l'époque, c'était un combat, hein, parce que si vous prenez compte de ce que je dis, les châteaux forts, de proposer au management d'une solution proxy cloud, c'était un long combat, réussi, mais ça nous a permis de vraiment démocratiser l'accès à Internet parce qu'on a pu passer de cet point central Internet à créer quelques accès régionaux. Et par opportunité, on a même commencé à créer au fil du temps hein, quelques local workout, comme on évoquait aussi tout à l'heure, donc accès local pour les utilisateurs. On a privilégié un local workout à la place d'un upgrade d'un accès MPLS à l'international, par exemple, que vous savez, ça reste très, très, très cher. 10 000 utilisateurs informatisés. Donc, nous, on est chez Savencia dans un ratio de 50%. Comme je disais tout à l'heure, on est à environ 22 000 collaborateurs, donc plus ou moins la moitié des utilisateurs sont informatisés. Et on avait une solution de nomadisme hein, pour ce que pour Cscalaire on appelle le Road Warrior,
qui était basé sur la solution de notre partenaire de l'époque, un Business Everywhere, donc vous peut-être savez qui se cache derrière, plus des appliances Juniper avec des tunnels SSL qui marchaient très bien. C'était dédié aux PC portables. Proposé à ses utilisateurs, mais aussi on l'utilisait pour certains partenaires externes pour qu'ils puissent avoir accès à nos applications. On était à environ 3300 utilisateurs nomades qui représentaient plus ou moins le nombre de portables qu'on avait à l'époque. Et ça permettait d'avoir l'accès aux applications métiers et à Internet. Donc, dès que l'utilisateur était connecté avec ce tunnel, il avait accès à ces applications métiers, mais en même temps à Internet via l'accès centralisé qu'on parlait tout à l'heure. Donc, vous voyez comment il s'était plus ou moins pénalisé. Si on passe à la slide suivante, en 2018, c'est l'arrivée des Office 365. Donc, Office 365 qui remplace Lotus Notes. L'accès Internet devient la norme et non plus l'exception. Alors, il faut savoir que même avant Office 365, on était plus ou moins dans un ratio de 50%. Donc, 50% de nos volumétries, c'était Internet, 50% pour nos applications métiers. Pourquoi autant des trafics en interne? Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, on avait tout en premise, donc même la messagerie. Donc, ce qui crée beaucoup de... Et file server. Voilà. Le fait de basculer sur Office 365 a fait qu'on a vite arrivé à plus de 80% de volumétrie sur Internet pour garder 20%, voire moins, dans certains cas, trafic en interne pour les applications on-premise. Les smartphones et les tablettes, ils se sont démocratisés parce qu'en même temps qu'on a déployé Office 365, on a autorisé aux utilisateurs à avoir tous ces outils collaboratifs proposés par Office 365 sur des smartphones enrôlés sur nos systèmes ou des tablettes. Et ça a impacté 11 000 collaborateurs parce qu'entre-temps, on a racheté certaines entreprises, et, notamment la Chine. Donc, ça a évolué à plus de 11 000 utilisateurs en utilisant Office 365. Donc, vous voyez bien comment la solution de nomadisme qu'on avait à l'époque, qui était basée sur des appliances dans un point central, dans un data center, avec un nombre de licences des utilisateurs simultanés limité, parce qu'on était dans des ratios statistiques, comme ça se fait d'habitude. Hein, c'est 3000 quelques utilisateurs, pas tout le monde va se connecter en même temps. Donc, on avait, je crois de mémoire, 300-350 utilisateurs simultanés. C'était plus forcément adapté. Et évidemment, il n'était pas adapté non plus à des tablettes ni des smartphones. On passe, Didier? Oui, bien sûr. Et donc, on était, à conséquence aussi d'Office 365, on était en pleine transformation de notre réseau. Au passage, donc, on avait, j'évoquais tout à l'heure qu'on avait commencé à avoir quelques local breakouts. On avait commencé à hybrider petit à petit notre réseau à l'international. Donc, on a généralisé ça. Donc, l'ensemble de nos sites à l'international, ils sont passés avec des local breakouts, justement pour gérer toutes ces volumétries qui va vers Internet. En France, pour le moment, on est resté sur un point central. Bon, vous savez que les prix pratiqués pour les MPLS en France, ils sont plutôt raisonnables, on va dire comme ça, par rapport à les prix qui sont pratiqués à l'international. Donc, pour le moment, on est resté sur un point central, mais généraliser les local breakouts via SIA, Scalable Internet Access, à l'international. Donc, on cherchait une solution pour nos utilisateurs nomades qui soit plus adaptée à cette nouvelle réalité. Alors, notre partenaire à l'époque, au départ, il nous proposait, notre partenaire télécom, je veux dire, il nous proposait une évolution de la solution qu'on avait. On pouvait, avec un peu d'effort, arriver à avoir quelque chose de plus transparent pour l'utilisateur. On pouvait travailler avec peut-être intégration d'authentification avec Office 365. On pouvait faire de split tunneling, mais ça restait avec
les équipements locaux de Subnet, si on voulait qu'ils soient complètement transparents pour l'accès Internet, ça devenait un peu plus compliqué. Il y avait beaucoup de gestes à faire. Donc, c'est quelque chose qui est important pour un utilisateur normal. C'est le nombre de gestes que je dois faire pour être connecté. Pour accéder à mon application. Et donc, ça restait compliqué. On a commencé à chercher si on ne pouvait pas faire mieux. Et justement, en réunion avec notre partenaire déjà, comme chez Scalaire, donc on a tombé sur cette PA. Pour nous, c'était une évidence. Pour nous, c'était une évidence. C'était l'avenir de l'accès pour les utilisateurs nomades. On est encore dans les utilisateurs nomades. On va parler plus tard de Covid. Et donc, c'était une solution qui s'est adaptée aux PC, aux PC portables, mais aussi aux smartphones, aux tablettes, qui était complètement transparent pour l'utilisateur. On a déployé pour ces 3500 utilisateurs, on a déjà monté cette data à le nombre d'utilisateurs via l'utilisation au déploiement sur tous les postes de travail de Setup. Setup, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut dire que ça agrège, c'est une application qui tourne sur le PC et qui agrège les services qui sont proposés par Zscaler. Donc, dans notre cas, on avait agrégé d'autres services sur Setup. Donc, Setup, il gérait pour nous SIA, donc les Zscaler Internet Access, pour assurer que nos postes de travail ils se connectaient de façon sécurisée à Internet, avec toute la couche de sécurité proposée par Zscaler. Et en même temps, cette PA qui permettait l'accès à toutes nos applications. Comme je disais tout à l'heure, on est dans la logique de Internet, c'est la norme, et tout ce qui se trouve en premise, ce n'est pas l'exception. Et c'est ça que cette PA, pour nous, il gère très bien. C'est complètement transparent pour l'utilisateur. C'est un logiciel qui tourne tout le temps sur le poste de travail et qui va savoir, selon les contextes, si l'utilisateur il se trouve sur notre société, c'est un trusted network, donc le trafic il va passer sur nos réseaux normalement. Dès que l'utilisateur il se trouve en situation de déplacement, il va être détecté comme road warrior et cette PA va faire son travail, pour être connecté aux applications. Donc, on ne va pas détailler l'architecture de cette PA ici, mais donc on a des connecteurs qui sont déployés dans nos data centers. On a le choix parce que c'est très souple d'avoir des connecteurs. Donc, au départ, nous, l'idée, c'était de remplacer la solution existante. Donc, au départ, on a remplacé l'appliance et c'est celle que nous avions avec un connecteur, deux connecteurs CPA pardon, par sécurité. Ces connecteurs, ils vont s'annoncer sur le broker pour dire quelles sont les applications qui sont capables de gérer, les applications qui se trouvent derrière ces connecteurs dans des data centers. Les clients CPA, qu'on a besoin de lancer une application, donc l'utilisateur, par exemple, il va lancer son SAP en situation de nomadisme. C'est le client ZPA via cette app qui va intercepter cette demande, va savoir qu'il doit la gérer via ZPA. Il va demander au broker à quel connecteur il doit s'adresser pour avoir accès à cette application. Et ça s'est fait, tout ça, de façon complètement transparente pour l'utilisateur. Donc, on a réussi à voir ce que nous cherchions. Il y a zéro geste à faire pour l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, il n'a pas besoin de savoir dans quel contexte il se trouve. Est-ce que je suis au boulot? Est-ce que je suis chez moi? Est-ce que je suis dans un hôtel ou dans un café avec un Wi-Fi gratuit? Je continue à travailler comme d'habitude. Pour faire mon Office 365, pour faire mon Google, je vais lancer mon navigateur ou je vais lancer mon Outlook. Pour faire SAP, je vais lancer mon client SAP. C'est l'intelligence de cette PA qui va s'occuper de faire l'aiguillage nécessaire pour que l'utilisateur puisse avoir accès à cette application. En même temps, comme nous avons déployé Office 365, et on a déployé en même temps l'intégration avec Azure AD, donc avec une synchronisation de notre AD via Azure Connect. Donc, ça s'est fait presque, je dirais, de façon transparente avec cette PA, donc via SAML, vous connaissez. Donc, l'utilisateur, par définition, il est déjà authentifié sur nos postes de travail. Donc, l'authentification, c'est transparent en même temps. Comment et ça c'est très important, c'était très important pour nous aussi, l'effet de ces greffés sur AD, les systèmes, il va hériter
comment dire, toutes les règles de sécurité ou les normes de sécurité que notre Chief Security Officer a mis en place. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a en place à MFA, donc une authentification forte, selon les contextes où se peut trouver l'utilisateur. Donc, nous, on n'a rien dû faire côté ZPA parce qu'on hérite cette norme de sécurité ou ces règles de sécurité avec ce qui a été fait sur sur l'AD. Et donc, ça nous a complètement changé la vie vis-à-vis de l'utilisateur. Là, on parle de le remplacement de notre solution, ancienne solution, avec ces nouvelles solutions ZPA. Mais le fait de mettre en place ZPA aussi, ça nous a ouvert plus de possibilités. Et là, on va voir sur les slides suivants, Didier, c'est qu'on avait commencé à faire en 2020, on sait qu'on avait préconisé pour 2020, c'est le fait de démocratiser aussi ce connecteur ZPA. Alors, les modèles de licensing qu'il y a, c'est scalaire pour ZPA, ça nous permet, par rapport au nombre de licences ZPA qu'on achète, avoir un certain nombre de connecteurs. Dans notre cas, par exemple, avec les 3500 licences qu'on avait achetées à l'époque, je crois de mémoire qu'on avait le droit d'entre 20 et 25 connecteurs possibles. Donc, ce qui dépassait largement nos besoins. Donc, on a pour rapprocher les connecteurs justement au plus proche du data center et améliorer encore l'expérience utilisateur, on a commencé à déployer des connecteurs ZPA dans chacun de nos différents data centers ou des sites qui fonctionnent pour Savencia comme data center dans certains pays. Il faut savoir que chez Savencia, l'informatique, c'est encore beaucoup décentralisé. Donc, même s'il y a beaucoup de pays qui utilisent déjà ZPA, SAP, on n'a pas qu'une seule SAP. Donc, on a des SAP en plateforme chinoise, un SAP plateforme dans les États-Unis, on a un autre en Allemagne, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, on a des petits ERP qui continuent à fonctionner dans les différents pays. Donc, on a un petit ERP qui fonctionne au Brésil, un autre en Égypte. Donc, on a décidé, pour améliorer l'expérience utilisateur, de déployer des différents connecteurs dans les endroits stratégiques. L'autre chose intéressante de cette PA, c'est que ça nous a permis d'imaginer, d'avoir des quick start quand il y a des nouveaux sites qui arrivaient. Savencia, c'est une entreprise qui on est tout le temps en train d'acheter ou de vendre quelque chose. Et donc, dans l'ancien processus, dès qu'il y avait un nouveau site qui arrivait, une nouvelle entreprise qui arrivait, donc il fallait passer pour tous les stades d'intégration de cette entreprise, changement d'adresse IP, déploiement des lignes à l'international, comme vous savez, ça peut prendre du temps. Cette PA, ça nous a permis d'avoir un démarrage très rapide et même dans certains cas, on a fait le choix que pour des petits sites avec entre 10, 15, 20 personnes, cette PA, ça les suffit comme seule solution de connexion pour nos systèmes d'information. Donc, c'est ce qu'on travaillait, on avait commencé à travailler en 2020. Mais si on passe au slide suivant, le Covid était arrivé. Donc, ça a demandé d'accélérer ce processus. Et donc, on a très rapidement déployé des connecteurs CPA dans l'Allemagne, la Chine. La Chine, on pourra dire un mot après, c'est notre premier data center DCAS, parce qu'on est en parallèle en train de travailler sur un projet de data center et cloud. Et la Chine, c'était le premier. Donc, par définition, aujourd'hui, dès qu'il y a un data center cloud qui est activé, il y a les connecteurs CPA qui va avec. Les Japon, les États-Unis, l'Argentine ont le Brésil. Ça a permis à tous nos collaborateurs via cette PA d'aller attaquer des data centers dans son pays sans avoir besoin de peut-être remonter jusqu'à la France avec les connecteurs centrales qu'on avait à l'origine pour revenir sur son pays. L'autre chose qui nous est arrivée, évidemment, comme à tous vous, c'est qu'on est passé des 3500 utilisateurs nomades éventuels qu'on avait à l'époque. Pour nous, un utilisateur nomade, c'était les grands voyageurs, les dirigeants
qui voyageaient dans nos différentes filiales, la force des ventes, bah, ces gens-là, dans quelques semaines, ils sont devenus des télétravailleurs et des télétravailleurs à l'auteur des 8000 télétravailleurs. Comme je disais tout à l'heure, on est présent dans 26 pays. Je n'ai pas la liste en tête, mais sur ces 26 pays, je pense que des minima 22, 23, 24, ils ont tous été confinés comme nous. Et donc, on s'est retrouvés mars-avril avec 8000 télétravailleurs full-time sur cette PA. Donc, ça représente, comme vous voyez, presque 70% de nos utilisateurs informatisés. Je disais tout à l'heure qu'on a environ 11 000 utilisateurs qui sont informatisés. Et tout ça, c'était grâce à la souplesse de la solution, du modèle. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Avec la solution avec Appliance, on était lié avec un nombre de licences concurrentielles qu'on pouvait avoir en même temps, 350. Donc, vous imaginez la situation. Pour dupliquer tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent et beaucoup, certainement, avec les temps pour déployer le matériel, pour des minima commander matériel, l'installer, de l'installer dans les pays, dans des endroits que peut-être ils n'étaient pas prêts. Avec cette PA, en gros, on n'a rien fait. Donc, ça fonctionnait presque de façon automatique. La seule chose que nous avons fait, comme je disais tout à l'heure, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur, c'est de démocratiser le nombre de connecteurs un peu partout dans la planète. Et il faut dire aussi, grâce à la réactivité qu'il y a eu chez Scalaire, qui a ouvert les robinets dans toutes ces infrastructures pour que toute cette volumétrie puisse passer. Donc peut-être Didier il pourra dire un mot sur ce sujet. Je ne sais pas combien de fois ils ont augmenté la capacité, pas seulement des lignes, mais aussi des brokers et toute l'infrastructure des fonds, des back-office qui a besoin pour supporter ça. Mais en tout cas, ce que nous on retient et on tient aussi à remercier à Scalaire, c'est que toute cette crise de Covid, pour nous, c'était côté IT presque transparent. Donc, ça nous a permis de nous occuper des autres choses, comme la sécurité des gens, comme le bien-être des personnes. Mais l'informatique, ça n'a jamais été un sujet à traiter très important pendant cette crise, parce que cette transition, ça s'est fait presque de façon naturelle. Et c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, Didier, si tu veux compléter avec Oui, bien les sûr. Alors, renforcements d'infrastructures. exactement. Et puis, on a deux, trois questions. Et donc, j'encourage effectivement nos participants à poser d'autres questions. Et on va commencer avec les trois premières. Donc, la première question, effectivement, qui est finalement la tienne, Juliane. Donc, nous, au niveau des infrastructures, entre, on va dire, janvier et juin, on a multiplié par 4. Donc, 400% on va dire, d'augmentation de sizing pour pouvoir effectivement permettre à nos clients d'ouvrir les robinets, comme tu as dit, à la fois sur ZIA et ZPA, donc de resizer les brokers et de faire en sorte que la capacité en termes de volume de transactions tienne. Et systématiquement, on a toujours une avance de phase, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on sait que, on va dire, on a 130 milliards de transactions par jour, c'est ce que j'ai indiqué, qui est la stat de la semaine, on a déjà sizé pour 200 milliards. C'est vraiment, on est toujours en avance de phase, et effectivement, pour permettre la continuité d'activité. Alors après, j'avais une question pour toi et j'ai une question également pour Andrea. Donc, je vais présenter Andrea, qui est ingénieur avant-vente chez Zscaler et qui est venu en renfort si on avait des questions techniques sur ZPA. Donc, une question pour toi, Juliane. Comment vous avez, l'équipe projet, réussi à convaincre le management, la direction de Savantia que finalement, c'était les bons produits? Alors, on a eu déjà la simplicité pour l'utilisateur, c'est parlant. Donc, c'est une évidence. Dès qu'on explique que l'utilisateur il n'a rien à faire, côté ergonomie, il n'y a rien à expliquer. Donc, nous, on s'est focalisé plutôt sur les aspects sécurité. Et alors, il y avait un cap qui était déjà passé, ça, il faut le dire. En fait, on a pu naviguer sur la vague
le déploiement d'Office 365. Donc, c'était le moteur de la transformation cloud, c'était ça finalement. Ouais. Voilà, les points de départ, c'était Office 365. Donc, les gros de travail pour le management, il avait été déjà fait pour la direction technique et notre directeur des services digital IT, avec évidemment des arguments très forts au niveau sécurité. Et je vois bien pourquoi on pose cette question, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, nous, on était dans la logique il n'y a rien qui sort, rien qui rentre. Donc, il fallait ouvrir un peu ces chakras et l'expliquer aux gens, bah, OK, mais les châteaux forts, ils ne marchent plus. Ils marchent plus. Et donc, il faut faire autrement. Et c'est une évidence aussi, comme on disait tout à l'heure, quand vous avez plus de 70 voire 80% de votre volumétrie ou votre trafic qui va à l'extérieur, bah, les trous qu'il faudrait faire dans les châteaux forts, c'est tellement grand que les châteaux forts, ça devient compliqué. Bon, bref. Donc, c'est les aspects sécurité. Et là, il faut dire qu'on a été très bien accompagné sur toutes ces argumentations aussi pour les gens Desescalade qui nous a fourni tous les documents qui ont été sollicités ou demandés pour que aussi notre Chief Security Officer puisse être rassuré sur la solution. Et dès qu'on a le tampon des les directeurs de la sécurité, évidemment, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Mais il ne faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, l'aspect ergonomique. Hein. Il y avait une très forte demande aussi et ce qui est devenu une évidence, comme je disais tout à l'heure, du fait de passer sur des outils qui sont en cloud, sur l'ergonomie de la solution. Donc, avec l'ancienne solution, trop de gestes à faire pour l'utilisateur. Parfois, il s'était perdu. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, on est passé sur quelque chose où, en gros, il n'y a rien à faire. Zéro geste. J'espère que ça répond à la question. Eh ben, c'est parfait. Merci, Julian. Après, j'ai deux questions. Andrea, si tu veux bien répondre, je pense qu'il faut que tu ouvres ton micro. Je te vois connecté. Oui. Voilà, super. Merci et bienvenue, Andrea. Donc, la première question, c'est si on veut tester la solution, en combien de temps Zscaler, effectivement, peut, en arrivant chez un prospect, faire le déploiement pour avoir un test voilà, qui montre un petit peu ce qu'on peut faire? Le test se met en place très très rapidement. Donc, vu qu'on est une plateforme cloud, on peut mettre à disposition le tenant en une demi-journée ou aller pour être un peu plus en 1 ou 2 jours maximum. On peut mettre à disposition le tenant et ensuite la configuration est très simple. En fait, il faut installer l'agent ou l'application pour envoyer les flux, configurer la partie authentification et mettre en place la politique. C'est quelque chose qu'on peut le faire en une après-midi, accompagné d'un avant-vente chez Zscaler. Et d'ailleurs, on a vu pendant le Covid que beaucoup de clients ont même mis ça en place, pas juste en un test, mais vraiment en production. Donc, la solution peut se mettre en place très, très rapidement. Super, merci. Et le coup, je vais te laisser répondre aussi. La partie mode de licensing chez nous, si tu peux répondre, comment s'articulent un petit peu les modules sur la plateforme? Donc, on a une licence à l'utilisateur, ce qui veut dire qu'en général, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que la bande passante d'Internet augmente en moyenne de 30% d'année en année. Donc, chez Zscaler, on n'a pas un prix à la bande passante, c'est toujours un prix à l'utilisateur. Ce qui veut dire même si la consommation augmente, le prix reste le même. Et ensuite, on a différents bundles qui vont agréger les différentes fonctionnalités Zscaler. Super, merci. Et si je peux me permettre, bien sûr, ça c'est quelque chose d'important parce que je suis oublié. Quand je disais justement la souplesse de modèle qui nous a sauvés dans la situation du Covid, cette souplesse, c'est aussi le fait que vous n'avez pas un modèle de licensing contraignant. Donc, on est dans la confiance mutuelle. Donc, on n'a jamais été bloqué, même si on montait en nombre d'utilisateurs. Et les utilisateurs, ils ont pu continuer à travailler.
dans les moments arrivés, pardon, nous, on s'est discuté et on a acheté les licences qui nous manquaient, mais on n'a jamais été bloqué par ces scalaires. C'est pas forcément le cas avec tous les constructeurs. D'accord, et super, merci beaucoup pour ce complément. Donc, je pense qu'on va pouvoir terminer. Je regarde, est-ce que quelqu'un a encore une question éventuellement à poser? Je vais repartager ça. Voilà. Ok, on n'a pas d'autres questions, donc on va être pile poil à l'heure. Donc, je vous ai remis effectivement mon adresse email. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions supplémentaires après cette session. Et si vous avez des questions pour Julian, je lui transmettrai bien sûr. Par ailleurs, si vous souhaitez approfondir des points particuliers avec nous, je vous encourage à aller sur la plateforme des Assises et à demander un rendez-vous en one-to-one avec nos équipes et on pourra répondre avec plaisir, effectivement, sur un temps toujours imparti. Mais ça permet de faire un premier rendez-vous d'une demi-heure et puis après, bien sûr, on peut faire d'autres rendez-vous. Maintenant, on les fait en visio sur la période actuelle, mais après, c'est avec plaisir qu'on peut également se rendre sur site une fois que les conditions sanitaires le permettront. Donc, je remercie l'ensemble des participants. C'était une belle session interactive. Je remercie 1000 fois Julian pour ton retour d'expérience. C'est très, très intéressant, notamment Avec dans la plaisir. et puis Andrea également pour nous avoir rejoints et avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous.